C'est très court, évidemment, 1h20 à peu près pour présenter toute une façon de concevoir la personnalité, sa pathologie, son traitement. Bon, mais j'ai essayé de faire au mieux qu'on peut, évidemment, en espérant que ça pourra susciter en tout cas un questionnement et peut-être un intérêt de votre côté. La TFP, c'est maintenant une association qui est très présente beaucoup en Europe, comme vous voyez. Donc, où on a des thérapeutes qui sont certifiés et des formateurs, superviseurs comme moi. Et donc, beaucoup, comme vous voyez, en Allemagne et en Autriche, en Pologne, dans tous les pays scandinaves, donc, et en Suisse, d'où j'arrive, où j'étais la semaine passée. Donc, la Société internationale de TFP est très active et offre un congrès tous les 2 ans. Il y aura un congrès en 2026 qui sera à Vienne, Vienne qui se trouve être la maison mère, si je puis dire, de la TFP. Je voudrais vous présenter quelques références fondamentales. Oui, si on voulait ne lire qu'un livre sur la TFP, c'est celui-là qu'il faudrait commencer, qu'il faudrait lire. C'est le plus récent manuel ou ouvrage qui décrit vraiment la TFP le plus précisément possible. Malheureusement, tous ces ouvrages sont en anglais encore, puisque le temps de faire les traductions, ben, il y a déjà de nouveaux ouvrages ou des versions révisées qui paraissent. Donc, c'est le livre ici de Yves Gallagher et Otto Kennberg qui est très clair. Quelques mots aussi sur quelques ouvrages qui peuvent accompagner ce livre-là. Celui-ci porte sur les troubles de personnalité dans les structures high level, de haut niveau, c'est-à-dire névrotiques. La TFP conçoit la pathologie. Attends, j'entends l'intervenant, mais je ne vois pas la présentation. Enfin, tout le monde est censé la voir maintenant. Donc, les troubles de personnalité qui se situent à un niveau plus névrotique, et c'est peut-être le deuxième ouvrage le plus intéressant à lire. Et finalement, peut-être cet ouvrage sur la TFP pour les troubles de personnalité où les enjeux narcissiques sont vraiment à l'avant-plan, donc Treating Pathological Narcissism. Plusieurs témoins de la clinique et de la recherche là, parlent d'une augmentation croissante des demandes d'aide de gens qui souffrent de pathologies narcissiques. Et donc, on a voulu, dans la TFP, mieux comprendre cette pathologie-là et donc extensionner, si je puis dire, un peu notre protocole de psychothérapie pour pouvoir tenter de venir en aide à ces personnes qui sont dans ce qu'on appelle le continuum de la pathologie narcissique. Peut-être ici à droite, sur cette diapo, un livre sur le traitement des troubles de personnalité chez les adolescents, qui a été écrit par 2 de mes collègues ici à Québec, Lina Normandin et Karen Enzing, en collaboration avec le Dr. Kennberg. Donc, on s'intéresse vraiment aux troubles de personnalité chez des jeunes, comment envisager une prise en charge compte tenu des liens, évidemment, avec la famille, avec l'école, et comment tenter d'être un véhicule de changement là, pour ces jeunes. On sait que le plus tôt on intervient au plan de la personnalité, le meilleur est le pronostic. D'autres ouvrages plus récents qui sont en fait des collections des derniers articles de Otto Kennberg sur les troubles graves de la personnalité. Je passe un petit peu rapidement, mais c'est pour vous montrer un peu qu'il y a une documentation, une littérature très importante sur le modèle de la TFP et de façon générale sur des conceptions, je dirais, contemporaines et psychanalytiques du traitement des troubles graves de la personnalité. Alors, commençons proprement parler de notre présentation. Peut-être un petit rappel de ce qui est, je crois, évident pour tous les cliniciens et cliniciennes que nous sommes. La prévalence des TP, des troubles de personnalité, est très importante. Vous voyez que dans la population normale, donc l'homme et la femme de la rue,
c'est pratiquement une personne sur 10 qui présente des enjeux personnologiques suffisamment importants hein, pour atteindre le seuil de pathologie. Si on se réfère à des définitions comme la CIM-11, par exemple, ou le DSM-5. Dans la population clinique, donc on comprend ainsi toutes les personnes qui consultent en soins de santé mentale, que ce soit peu importe, que ce soit en cabinet privé, dans des hôpitaux, en urgence ou dans d'autres situations intermédiaires, c'est pratiquement un patient sur 3 hein, qui présente des enjeux de personnalité significatifs, même si dans une forte proportion, ces patients-là ne se présentent pas pour leur pathologie de la personnalité, mais qui présentent quand même une comorbidité, soit d'enjeux anxio-dépressifs, par exemple, ou toutes sortes d'autres comportementaux, avec en toile de fond une pathologie narcissique ou borderline, par exemple, limite, ou dépendante assez importante. Une autre statistique intéressante, je crois, qui a paru il y a quelques années seulement, qui a été faite ici au Canada, où on a observé que les personnes qui souffrent d'un trouble de personnalité ont une espérance de vie réduite significativement. On parle de 9 ans de moins chez les hommes et de 13 ans de moins chez les femmes. Et on explique cette réduction d'espérance de vie par différents facteurs. D'une part, évidemment, le suicide, qui est malheureusement très important dans cette population, et d'autre part, un mode de vie où il y a des prises de risques importantes, des habitudes de vie extrêmement nocives, voire délétères, comme la consommation de substances, de tout acabit, évidemment, et aussi un mode de vie où les patients ne prennent pas soin d'eux, ne sont pas en bonne santé, font des excès de toutes sortes, et leurs troubles d'attachement envers eux-mêmes hein, créent ces espèces de carences et de maltraitance de soi qui, finalement, ont un effet significatif sur l'espérance de vie totale. En termes de suicide, consultation, comorbidité, la population des troubles de personnalité vraiment se signale. Récemment, on a observé, en tout cas ici en Amérique, que les personnes qui souffrent d'un trouble de personnalité limite, CIM ou DSM, le risque de suicide est environ de 1 sur 10. Nos patients borderline ici font en moyenne 7 tentatives de suicide dans leur vie. Et on parle de tentatives significatives. Ce sont aussi des patients qui consultent beaucoup en santé mentale, autant sinon plus que les patients qui souffrent de schizophrénie ou de maladies psychotiques. Et ce sont des patients qui présentent évidemment une très forte comorbidité dans tous les secteurs de la psychopathologie et qui plus est, cette comorbidité est souvent instable, atypique, très variable et très variée aussi. Et donc, l'horizon thérapeutique est souvent très difficile, très court. Le pronostic est compliqué à cause de ces 3 facteurs-là que nous énonçons aussi. Donc, il va sans dire que c'est une population qui est très souffrante et qui est très présente dans tous nos services de santé, d'où la pertinence d'essayer de mieux comprendre et aussi de proposer des indications de traitement qui sont spécialisées. Donc, parlons donc de la psychothérapie avec des patients limites. Là, quand je vous parle de psychothérapie, je vous parle de l'ensemble des psychothérapies verbales, si on veut. Donc, on comprend là-dedans, oui, de la psychanalyse plus ou moins standard, mais toutes sortes de thérapies plus ou moins inspirées de la psychanalyse, mais aussi des thérapies cognitivo-comportementales ou systémiques ou humanistes, ou en fait des thérapies de la parole, si on veut. Et quand on tente d'aborder la personnalité et faire autre chose qu'un travail de résomption des crises, mais vraiment un travail de la personnalité, nos patients limites présentent de grandes difficultés pour tous les cliniciens et toutes les cliniciennes. Voici en gros quelques-unes de ces difficultés que vivent nos patients limites en psychothérapie régulière. Ce qu'on observe, ce sont des réactions de régression qui sont mal ou très peu contrôlées, des poussées de symptômes pendant les psychothérapies, des passages à l'acte qui surviennent durant les psychothérapies et qui semblent souvent reliés
hein, au travail de la psychothérapie, des patients qui sont en crise, sinon continuelle, mais en tout cas très présente, qui font que le travail de la parole, le travail de la pensée est continuellement entravé par ces crises, ces symptômes, ces passages à l'acte. Et dans ce contexte assez tumultueux ou chaotique, il est très difficile parfois d'arriver à faire une psychothérapie de la parole où on peut s'asseoir et tenter de comprendre ce qui arrive et d'aménager peut-être un changement structural. L'autre dimension, c'est la dangerosité, l'omniprésence des enjeux suicidaires chez beaucoup de nos patients, des enjeux homicidaires aussi, la violence sous toutes ses formes, qui, elle aussi, vient interférer avec un travail qu'on voudrait plus serein, plus paisible de la pensée et de la parole en cours de psychothérapie. Autre dimension importante, ce sont les transferts immédiats, massifs, envahissants. On parle d'agrippement, gripping, de patients qui surchargent la relation avec nous, qui nous envahissent par des crises, par des demandes incessantes, par des textos, par des emails, qui veulent plus de séances, qui ne veulent pas quitter la séance. Bon. Et ce travail du relationnel s'impose à nous dans un agenda très rapide. Hein, dès la prise en charge, nos patients tentent d'envahir parfois l'espace thérapeutique. Autre difficulté, c'est la difficulté de parler librement et d'avoir un discours qui se tient. Beaucoup de ces patients viennent en consultation et espèrent, souhaitent qu'on va structurer leur discours, qu'on va poser des questions, qu'on va structurer leur pensée et leur vie finalement. Et ont une demande de prise en charge anaclytique, dirions-nous, hein, très, très lourde. Et là, on est en rupture, évidemment, ou dans l'impossibilité de faire quelque chose qui ressemble à de l'association libre, ou en tout cas d'avoir un patient qui est capable de parler et d'échanger volontairement, spontanément, de façon transparente sur ce qui l'habite et ce qui le préoccupe. Difficulté donc à parler, difficulté à réfléchir en séance. Euh, et finalement, les deux dernières choses, c'est ce que l'on voit parfois qui arrive après quelques semaines, quelques mois de tentatives de psychothérapie, c'est qu'on peut dériver hein, lentement vers une espèce de validation de la pathologie, hein, cette combinaison de clivage et d'externalisation, c'est-à-dire de patients qui viennent en psychothérapie pour venir valider une espèce de compréhension du monde, que le mal est en dehors d'eux, qu'ils sont les victimes impuissantes, passives, comment dire, résignées, hein, et qui viennent en thérapie plus pour valider une victimisation que pour remettre en question un mode de vie et un mode de pensée. Donc, parfois, des thérapies dérivent vers cela et pour nous, c'est vraiment un problème. On est dans une espèce de corruption, hein, voire de perversion de l'objectif thérapeutique qui devrait toujours viser, dans le fond, une réflexion et une remise en question du mode de fonctionnement et du mode de vie même dans bien des cas. Et finalement, il arrive aussi qu'on abandonne ou qu'on refuse le traitement, et je vous dirais mutuellement, c'est-à-dire de part et d'autre, les thérapeutes abandonnent et arrêtent de faire leur travail et occupent une position finalement plus d'acquiescement un peu passif à cette validation pathologique, ou encore des patients qui, après seulement quelques séances, abandonnent et vont souvent hein, migrer d'une tentative de traitement à l'autre sans que tout cela fasse malheureusement beaucoup de sens. Vous voyez, j'ai mis ici cette petite caricature d'un patient en cure psychanalytique classique qui est étendu sur le divan et qui a été abandonné par son thérapeute qui a quitté son fauteuil. Et le patient dit, je ne sens pas qu'on m'aide beaucoup à régler mes problèmes d'abandon, cher docteur. J'aimerais bien pouvoir être avec vous directement pour voir un peu vos visages, pouvoir peut-être répondre à des questions, des commentaires et m'ajuster là. Donc, j'y vais un petit peu à l'aveugle en espérant là, que ce que je tente de vous expliquer là fait un peu de sens là. Donc, à la base de toutes ces difficultés, on croit qu'il y a une problématique à propos de cette dimension aussi, agir
versus penser. Vous savez, la thérapie verbale de la pensée et de la parole, telle qu'on l'a définie depuis plus de 100 ans, fonctionne assez bien pour des patients qui sont encore capables de penser et de parler. Alors que chez beaucoup de nos patients qui présentent une personnalité pathologique, la pensée est très entravée et très diminuée, et ce sont des patients qui vivent essentiellement dans l'agir. Je crois que vous allez bien reconnaître ici des réalités cliniques que l'on vit tous les jours. Ce que l'on observe, dans le fond, à la base, et c'est une espèce d'hypothèse explicative, c'est que chez nos patients d'organisation limite, les pulsions, les émotions, les désirs, les impulsions restent dans le corps. Les patients prennent peu conscience de ce qui arrive en eux, arrivent difficilement à nommer des états psychologiques et ont tendance à évacuer l'énergie, évacuer le désir, l'agressivité, l'anxiété, le stress directement dans le corps. Donc, dans une espèce de clôture corporelle. Et donc, sous forme de ce qui est écrit à gauche, de passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est une espèce de canalisation dans le corps, hein, de pulsions, de désirs, d'angoisse, de stress, de tout ce matériel pulsionnel et affectif qui n'accède pas à la pensée et qui n'accède pas au langage. Donc, suicide, scarification, intoxication, troubles de comportement alimentaire, sexualité débridée et impulsive, crise agressive, crise de vie sur tous les rapports, donc sont d'une certaine façon des espèces d'évacuation hein, de trop-plein d'énergie, de tension qui n'arrivent pas à être nommées et réfléchies. La symptomatologie anxio-dépressive est aussi une voie d'expression hein, dans le corps, finalement, hein, ou dans une, enfin, oui, dans une mentalisation très pauvre, là, des conflits intérieurs et de toute la dynamique intérieure. La psychosomatisation et ou la fuite dans la pseudo-normalité et l'activisme, comme on le voit parfois chez des patients très narcissiques, hein, qui ont un mode de vie presque hypomane et qui s'investissent mais vraiment sans se retourner hein, dans une vie, dans un mouvement de fuite, là, de fuite à l'avant, et qui est plus une fuite hein, du monde intérieur qu'un aller vers quelque chose. Par opposition, hein, dans le volet de droite, aux patients que l'on accueille généralement en psychothérapie de la parole ou verbale, où il y a au moins une certaine capacité de réfléchir, de faire des liens, de nommer des états, de s'arrêter pour penser. Vous voyez? Donc, on sent bien là qu'à la base de toutes ces difficultés que présentent nos patients limites en psychothérapie, il y a une espèce de carence hein, dans la capacité de prendre en charge cognitivement et par le langage des états internes. C'est ce qu'a compris, ou en tout cas, ça a été l'hypothèse de base de Otto Kernberg dans les années 70, à peu près en même temps que les travaux de Heinz Kruit, de Masterson, de Gunderson et de plusieurs auteurs là, qui travaillent là-dedans. Et donc, Kernberg observe une incapacité de certaines fonctions du moi, comme on les appelle en psychanalyse, la capacité de contenir des états, c'est-à-dire de ne pas agir, la capacité de s'auto-observer, de lier des états avec des mots, avec des pensées, donc de mentaliser et de réfléchir. Et donc, Kernberg observe donc chez nos patients cette espèce de carence d'une capacité qui est généralement bien développée chez nos patients plus névrotiques. Et donc, il en conclut qu'il faut procurer à nos patients limite un cadre de traitement plus précis, plus complet que dans une thérapie de la parole normale, afin de pallier à certains moments ces difficultés du moi et de rendre ainsi possible et productif les processus psychanalytiques. Donc, c'est l'idée d'aménager la psychothérapie psychanalytique à l'intérieur d'un cadre qui absorbe, si je puis dire, et permette de réguler les passages à l'acte pour dégager un champ, un espace où on peut essayer de comprendre ce qui est en train d'arriver, essayer de nommer les états affectifs, émotionnels, pulsionnels des patients et de commencer à écrire quelque chose, si je puis dire, à faire une histoire qui fasse du sens. Il s'agit pour la TFP
hein, d'aménager l'espace thérapeutique à l'intérieur d'un cadre thérapeutique qui va protéger la thérapie de tous ces aléas, de toutes ces difficultés dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui va aussi protéger la relation et même très souvent la vie ou l'intégrité physique et psychologique de nos patients, et donc la pensée, de procurer un cadre à la thérapie qui permette d'ouvrir un espace de pensée. Et donc, dans ce cadre, le thérapeute TFP peut être très actif pour gérer et mettre en attente les impulsions et proposer aux patients d'essayer de comprendre ce qui est en train d'arriver. Et c'est ainsi qu'on espère créer un espace pour la pensée du thérapeute et la pensée du patient. Un patient qui est continuellement en crise, qui vient à ses rencontres intoxiqué, qui vient à ses rencontres complètement dénutri, ne peut pas accéder à une espèce de réflexion. Donc, ça prend un cadre pour gérer ces choses-là, les réguler, et ensuite, on pourra s'asseoir et parler. Et c'est ce cadre qui, on l'espère, peut créer un espace propice au processus de changement psychanalytique et comment on dit, le levier thérapeutique de la TFP, le fer de lance, je pense qu'on dit, c'est l'analyse du transfert. Et la TFP, comme son nom l'indique, est vraiment focalisée sur le transfert du moment qu'il a pu être dégagé par un cadre qui absorbe, si on veut, et régule la tendance au passage à l'acte de nos patients. Je vois là qu'il y a des questions dans le chat et malheureusement, je crois que compte tenu du temps qui nous est compté, il va falloir passer outre. J'aime mieux aller un petit peu plus loin dans la présentation des diapos et peut-être qu'à la fin, on pourra garder quelques minutes là. Mais il y a quand même beaucoup de contenu, en espérant en tout cas que le contenu pourra répondre à tout le moins minimalement à certaines des interrogations là, qui pourront survenir. Donc, quels sont en gros les fondements thérapeutiques de la TFP, hein? Transference Focused Psychotherapy, donc la psychothérapie focalisée sur le transfert. Premier pilier théorique, c'est la dynamique pulsionnelle. Nous sommes toujours attachés en TFP dans cette notion de la pulsion, du désir, de l'érotique et de l'agressivité et de toute la vie affective qui va autour et de toute la mécanique des défenses qui vont s'opposer et qui tentent de canaliser la dynamique pulsionnelle qui cherche à s'exprimer. Donc là, on est assez en phase finalement avec la psychanalyse freudienne ou post-freudienne autour des notions de pulsion, de besoin et de désir qui cherchent à se faire entendre et à se réaliser. Le deuxième grand pilier théorique de la TFP, c'est l'école des relations d'objets. Et là, j'ai mis les principaux auteurs, qui sont beaucoup des auteurs soit germaniques au départ, mais ensuite très anglo-saxons, hein, Fairbairn, Melanie Klein, Anna Segal, et ensuite d'autres personnes plus contemporaines, comme Bion, l'anglais Bion, Bowlby, Madame Joseph, Rosenfeld, le couple Sandler, Donald Winnicott, par exemple. Donc, toute cette école des relations d'objets qui s'est développée après la psychologie du moi, qui est aussi incorporée dans la TFP. La psychologie du moi vise à comprendre les capacités d'adaptation des patients, les capacités d'autorégulation, les capacités de pensée et de mentalisation. Et donc là, des auteurs qui se signalent, c'est Anna Freud, évidemment, Hartmann, qui a travaillé avec Anna Freud, et du côté des États-Unis, Glover, Brenner, l'Autrichien Fenikel aussi. Donc, on croit que la TFP n'est pas purement une thérapie des relations d'objets, c'est plutôt une thérapie assez complexe, profondément psychanalytique, évidemment, et qui se nourrit de ces trois piliers théoriques, c'est ça, qui sont vraiment pour nous fondamentaux, et on essaie donc de les intégrer. Je ne vais pas trop faire de théorie là, mais ce que l'on croit finalement dans cette intégration du pulsionnel et de l'objectal, c'est que la dynamique des pulsions et du désir, hein, érotique et agressif, des défenses et des affects et des conflits
interne et inconscient infuse les représentations de soi et d'objets et les mobilise. Et donc, en thérapie TFP, on travaille sur les représentations de soi, les représentations d'objets qui sont activées dans les différents transferts et qui activent toute une dynamique pulsionnelle qui, chez nos patients limites, souvent très intense, très mal canalisée aussi et très mal apprivoisée par nos patients et qui tend plutôt, comme je le disais tout à l'heure, à être canalisée dans le corps et dans les actiniens, ou dans les passages à l'acte. Donc, je veux signaler ici cet effort d'intégration que nous faisons, d'une part, entre une école de relations d'objets qui s'intéresse aux représentations internes de soi et d'objets, et d'autre part, toute la dynamique pulsionnelle, et qu'il y a des rapports mutuels entre les deux. Les objets créent de la pulsion, et la pulsion crée des représentations d'objets. C'est ce que je voulais dire un peu rapidement là, dans le et vice-versa. Tout ça pourrait être déployé, hein, vous le devinez, là, pendant 1 heure. Là. Je vais un petit peu vite, mais c'est pour au moins évoquer rapidement avec vous ce matin, ou cet après-midi pour vous, les fondements théoriques de la TFP. Rappelons hein, que l'école des relations d'objets est une approche psychanalytique qui décrit la construction des représentations mentales en termes de dyade objectale. Hein, et une dyade est composée d'un soi, une représentation de soi qui est en relation avec un objet, hein, un objet psychique. Cette notion de relation d'objet est fondamentale pour nous et on pense, comme Melanie Klein, que c'est un peu la structure de base hein, de l'appareil psychique qui essaie de comprendre le monde et de se comprendre. Notre postulat de base, c'est que toute relation interpersonnelle, y compris la relation avec le ou la thérapeute, et donc la relation transférentielle, doit être vécue à travers une relation d'objet, qui est une espèce de modèle interne, un modèle interne d'interaction, et qui est composé essentiellement de 3 choses. D'abord, une représentation totale de moi, hein, quand je suis en interaction avec telle ou telle personne. D'autre part, une représentation totale d'autrui, qui est l'autre, qu'est-ce que ressent l'autre, qu'est-ce qui se passe dans le corps de l'autre, quels sont les désirs, quelles sont les motivations de l'autre. C'est vraiment toute une implication de l'autre. Et troisièmement, toute une dynamique affective, une atmosphère où baigne cette interaction et qui est motivée, mobilisée par des motivations, par des désirs et donc par de la pulsion. Je crois que dans la prochaine slide, j'ai mis une espèce, oui, de représentation un petit peu graphique. Hein. Donc, une relation d'objet, comme classiquement on le définit, d'une part, ça comprend une représentation totale de moi. Quand je suis en interaction avec quelqu'un qui est représenté en moi au plan fantasmatique par un objet, hein, qui est une représentation totale de l'autre, de son corps, de son affectivité et de sa pensée. Et tout ça baigne, si je puis dire, dans une ambiance, dans une atmosphère affective qui est constamment changeante et retravaillée hein, au fil de nos interactions. Le transfert, pour nous, c'est l'activation d'une relation d'objet dans la relation avec le ou la thérapeute et qui s'offre à l'analyse et à la compréhension. J'étais la semaine passée à Lausanne, en Suisse, pour faire une présentation sur la TFP et je suis allé visiter une très belle exposition de Francis Bacon, ce grand peintre anglais. Et voici une de ses œuvres. Et voici une petite citation, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Un portrait devrait être une recréation d'un événement et non seulement l'illustration d'un objet ou d'une personne. Et c'est pour nous, c'est ça un peu un objet. Hein. Un objet, ce n'est pas une représentation logique, rationnelle, iconique, abstraite de quelqu'un. Non, c'est toute l'histoire d'une relation, c'est tout un événement avec quelqu'un qui est comme impliqué, qui est comme déposé dans ce que c'est qu'un objet. Donc un objet, c'est pas quelque chose de, c'est quelque chose de très complexe et qui est en soi l'histoire de ma relation avec cette personne-là. Et donc, l'image que l'on voit ici de ce personnage, de cette personne qui était un des amants de Francis Bacon,
voyez que ce n'est pas une image objective de son visage, mais c'est l'image qui est traversée, infusée, complètement, oui, infusée par le désir, par tout ce que cette personne-là représente à ce moment-là de la vie de Francis Bacon. Un peu la même chose ici, hein, d'un des amis de Francis Bacon, Lucian Freud, qui était le petit-fils de Sigmund Freud, qui est un très grand peintre, hein, un très grand artiste. Et vous voyez, c'est un autoportrait qui est très, très beau. Hein, et ça non plus, ce n'est pas une représentation objective de l'homme Lucian Freud. C'est une représentation très chargée émotivement. Et c'est toute une histoire de vie qu'il tente de représenter dans ce regard. Et voyez ce qu'il écrit ici. Je peins les gens pas en fonction de leur apparence, et même malgré leur apparence, mais j'essaie de peindre comment ils sont devenus qui ils sont. Hein? How they happen to be. Donc, c'est ce que ça représente un peu pour nous, notre objet. Hein? C'est quelque chose de très complexe et qui implique l'ensemble de l'histoire et de l'affectivité et du pulsionnel qui infuse ma relation avec quelqu'un. Et c'est toute cette charge très riche qui est activée dans les relations avec le thérapeute et qui devient donc l'objet de la réflexion, voire de l'analyse. Donc, essayons de comprendre à partir de là quel est l'objectif thérapeutique ou quelle est la conception générale de la thérapeutique en TFP. L'objectif thérapeutique est l'analyse et l'interprétation des relations d'objets qui sont visés par les mécanismes de défense, évidemment, et qui se manifestent dans le transfert et qui comportent des affects, des désirs, des pulsions et des défenses. Malheureusement, je vois encore d'autres questions qui s'inscrivent et j'ai peur que si je commence à répondre aux questions, on brise un peu le rythme là, et surtout le projet un peu idéal d'essayer de couvrir le plus possible de toutes ces diapos, mais je voudrais quand même pouvoir couvrir là, une majorité de diapos, quitte à revenir une autre fois ou qu'on approfondisse autrement. Donc, les principes généraux de la psychothérapie et du changement de la TFP. En TFP, on a donc quelques postulats ici de base à propos du changement thérapeutique. La TFP vise vraiment le changement. Hein. On n'est pas gêné d'avoir cet objectif de curatif. On veut vraiment aider des gens à avoir une vie plus meilleure, plus satisfaisante, ou à tout le moins à moins souffrir. Donc, on n'est pas gêné de l'objectif thérapeutique au sens large de la TFP. Et voici donc les postulats de base. Nous croyons que les troubles de personnalité sont en fait des psychopathologies développementales. La personnalité se développe peu à peu et elle est marquée et elle incorpore son histoire. Et certaines histoires développementales sont tellement difficiles, tellement problématiques qu'elles déposent à l'intérieur de la personnalité toutes sortes de déviations ou de difficultés et ou de carences qui finalement finissent par imprimer une personnalité limite. On pourra revenir là-dessus éventuellement, mais tout ça est en phase avec un mouvement qui est très contemporain actuellement en psychopathologie, hein, la psychopathologie développementale, et il y a une excellente revue là, internationale là-dessus, Developmental Psychopathology, qui est dédiée à cela, qui est tout à fait passionnante et qui est vraiment aux confins de la psychologie, du développement, de la neuropsychologie, de l'épigénétique et de la psychologie plus clinique. Là. Nous observons aussi que la plupart de nos patients d'organisation limite présentent des enjeux qui concernent les stades préédipiens et donc la position schizoparanoïde qu'a définie Melanie Klein. Nos patients vivent dans un monde relativement primitif, hein, avec des objets qui sont clivés, beaucoup de dissociation, des fixations aussi dans des mécanismes psychotiques ou schizoparanoïdes. Donc, on est dans des enjeux assez différents hein, et même qualitativement différents des enjeux du monde névrotique. On est vraiment ailleurs. Et là, il y a une différence qualitative. L'univers
limite, ce n'est pas l'univers hein, de la névrose et c'est assez différent. On croit aussi, troisièmement, que le relationnel et l'identité ou le narcissisme sont en constante interaction. Notre identité, notre narcissisme se développe et, au fil de nos interactions et du développement du relationnel. Et on vit nos relations avec autrui à partir de qui on est, à partir de notre identité, de notre narcissisme. Et donc, pour nous, on travaille l'identité de nos patients en travaillant leur relationnel, dont la relation transférentielle et vice-versa. Les deux sont intimement intriqués, voyez, et ce sont deux lignes de développement, deux dimensions de développement qui sont comme tressées ensemble. Et quand on travaille l'un, on travaille l'autre. On pourra revenir là-dessus. Et quatrièmement, et c'est dans le fond le cœur ou le noyau de la TFP, la relation thérapeutique, hein, la relation avec le ou la thérapeute, c'est une fenêtre privilégiée pour l'analyse de la dynamique objectale, parce que les patients ont tendance à réactiver avec nous des relations d'objets qui ont été problématiques, en partie pour essayer inconsciemment de trouver un nouvel aménagement, une nouvelle façon de vivre ces relations problématiques au plan fantasmatique. Et donc, la relation thérapeutique s'offre comme une espèce de laboratoire où on invite le patient à réactiver ce monde interne relationnel, pathologique, conflictuel, afin de le mettre au jour, de le révéler et de commencer à avoir une espèce de prise de parole et de prise de pensée, et donc de mieux maîtriser ces enjeux-là. Les relations, donc, conflictuelles ont besoin d'être réactivées pour être pensées. Seulement les évoquer, ce n'est pas nécessaire. Il faut une activation de la relation d'objet et non pas seulement qu'une narration dans l'histoire, parce que sinon, ça ne fonctionne pas, parce que les relations d'objet sont ce qu'on appelle en psychologie cognitive et en neuropsychologie des connaissances procédurales implicites et non des connaissances déclaratives explicites. Donc, il y a une nécessité pour commencer à comprendre et à éprouver les relations d'objets problématiques, de les activer dans une relation contemporaine. Et c'est ce que se propose de faire la relation transférentielle et donc le thérapeute, la thérapeute en TFP. Et donc, vous voyez que la TFP n'invente rien à propos de ça. On est vraiment dans la visée psychanalytique presque définitoire, l'analyse du transfert étant le levier thérapeutique le plus puissant et le plus définitoire de la psychanalyse. Donc, la TFP se présente d'abord comme une conception générale de la personnalité, normale et pathologique. Je ne fais que l'évoquer ici cet après-midi, mais c'est aussi une conception du changement et une conception de comment intervenir en psychothérapie avec des patients qui présentent ce type d'enjeux et ce mélange donc d'enjeux très analytiques et très primitifs et cette tendance à la mise en action de ces problématiques. Est-ce une version édulcorée, voire dénaturée de la psychothérapie psychanalytique? Nous croyons que non, et que c'est en fait tout le contraire. La TFP tente d'être vraiment au cœur du projet psychanalytique, c'est-à-dire l'analyse des processus inconscients, du désir et de la fantasmatique qui s'approprient l'espace transférentiel. Mais ça nous prend un cadre pour aider les patients limites qui ont des carences au plan des fonctions du moi. Ça nous prend un cadre pour contenir, comme le dirait Winnicott, les passages à l'acte et permettre de dégager un espace de pensée psychanalytique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Y a-t-il des ingrédients nouveaux et magiques dans la psychanalyse? Non, il n'y a rien de magique, croyez-moi. Et il n'y a rien de très nouveau dans le fond. C'est un aménagement de la thérapie psychanalytique pour permettre à des patients limites de s'engager dans ce type de traitement-là. Est-ce que c'est une thérapie très spécialisée pour des patients très fonctionnels? Pas du tout. On voit des patients très malades, désaffiliés au plan social, qui sont depuis des années dans un parcours de passivité, d'exploitation.
On voit beaucoup de pathologies narcissiques très graves aussi. Donc, et des patients qui sont polymorbides. Donc, la TFP, non, peut vraiment être abordée par des patients qui ont une symptomatologie grave, sévère, et elle peut s'aménager grâce au cadre là, pour permettre aux patients de se stabiliser, de commencer à s'asseoir et de commencer à avoir une prise de pensée ou de parole avec un ou une thérapeute. On entend parfois que la thérapie TFP est une thérapie agressive parce qu'on confronte le patient et qu'on met le focus beaucoup sur l'agressivité. On entend même parfois des gens dire que Otto Kennberg est quelqu'un d'assez agressif dans ses séances de thérapie. Écoutez, évidemment, moi, je ne suis pas d'accord avec ça et je ne crois pas que la thérapie soit particulièrement agressive. Chose certaine, l'agressivité est très présente dans la vie de nos patients. Voyez la pertinence et la prévalence du suicide, des scarifications, de l'agressivité, de tous les problèmes de jeu et de consommation. Il y a énormément d'agressivité dans la vie, hein, malheureusement, de nos patients limite dans l'ensemble du continuum de pathologie. Et donc, on croit qu'il faut vraiment aborder cette agressivité-là assez directement et ne pas s'en tenter de l'édulcorer ou de l'éluder. Ouais, donc on essaie seulement de retrouver le patient dans un des enjeux les plus fondamentaux de leur vie, d'une agressivité qui est extrêmement corrosive, qui est extrêmement abrasive et qui mange, si je puis dire, qui attaque hein, le désir de vivre et de se développer. Oui, parfois il faut confronter le patient, mais la confrontation en TFP n'est vraiment pas une espèce de test agressif. C'est plutôt d'essayer de remettre le patient au cœur de ses conflits, au cœur de ses dilemmes, au cœur de ses enjeux. On tente vraiment de tirer les patients vers le haut. Nos patients sont, oui, et ont souvent des capacités de résilience et des ressources très, très importantes. Là. Donc, oui, on tente vraiment de prendre les patients très au sérieux parce que leur thérapie, leurs enjeux sont très sérieux et sont très, très souvent portés par une agressivité qui est très, très nocive pour eux et pour leur entourage. Est-ce que c'est une forme très rigide de psychothérapie? Ça non plus, je vous dirais que non. Ce n'est pas du tout une espèce de McDonald's de la psychothérapie psychanalytique. La psychothérapie de TFP comporte un ensemble de repères, je vous dirais, pour guider ma pensée. Un ensemble de repères qui s'offrent comme une espèce de cadre de pensée, moi comme thérapeute, pour tenir quelque chose. Mais il reste qu'au cœur de cela, c'est une thérapie qui demande énormément de discernement clinique. Il n'y a pas deux situations pareilles, il n'y a pas deux patients pareils. On est vraiment dans du sur-mesure. Et ce n'est pas une thérapie pour des, je vous dirais, pour des thérapeutes qui sont débutants. Je crois qu'il faut vraiment avoir déjà une certaine expérience de ce travail-là pour s'intéresser à la TFP et la pratiquer d'une façon qui soit souple, qui soit bien adaptée à chaque patient et où vraiment les points de repère n'ont rien d'une espèce de protocole rigide où on tente de faire rentrer des patients dans des trucs un peu stéréotypés, voire caricaturaux. Là. Les relations d'objets, ce n'est pas une espèce de répertoire là, de petits couples de personnages là, où on essaie de faire rentrer nos patients. Là. On est dans quelque chose de beaucoup plus vivant et beaucoup plus complexe que ça. Là. Mon Dieu, déjà, je vois l'heure qui passe. Donc, l'organisation de la personnalité, hein, pour nous, c'est le cœur de la pathologie. Et on parle de facettes ou de troubles de personnalité comme autant de facettes. Et donc, quand moi, depuis le début, je vous parle d'organisation limite de la personnalité, donc je comprends tous ces patients qui présentent des facettes ou des profils du type, par exemple, passif-agressif, paranoïde, limite au sens de borderline, dépendant, narcissique. Hein. C'est de tous ces patients dont je vous parle aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus que les seuls patients TPL d'organisation, de troubles de personnalité limite, comme le syndrome là, qui est défini dans la CIM-11, par exemple. Voici un peu notre conception générale de la pathologie.
On pense qu'à la base, hein, nos patients d'organisation limite présentent ou vivent dans un monde interne qui est clivé. C'est-à-dire un monde interne, un monde de représentation de soi et de représentation d'objets qui est beaucoup organisé à partir du processus ou du mécanisme de défense de clivage. Un monde donc de clivage, de dissociation, de déni. Les représentations de soi sont clivées, sont morcelées et sont partielles, au lieu d'être de composer des espèces d'ensembles intégratifs complexes. Et c'est ce monde interne clivé où chaque interaction est reliée en moi à un objet partiel qui crée tellement d'interférences dans les relations avec soi et dans les relations avec autrui. Hein. On dit aujourd'hui dans le DSM-5 que les troubles de personnalité, fondamentalement, ce sont des pathologies de la relation. Relation à soi et relation à autrui. Et on est tout à fait d'accord avec ça en TFP. Et donc, cette pathologie des relations hein, est la manifestation, si on veut, le résultat d'un monde interne qui est dominé par le clivage et non par le refoulement, par exemple. Et donc, c'est ce qui va donner, en troisième lieu, ce profil personnalogique particulier de nos patients, cette symptomatologie qui est instable, qui est variée, qui est atypique, à laquelle on s'intéresse en TFP, mais qui est pour nous un peu comme la surface des choses. Hein. Ce qui nous intéresse, dans le fond, c'est de viser le monde interne dominé par le clivage, la dissociation et les mécanismes de défense primitifs. Ici, on a une espèce de petite représentation de ce qu'on entend par des relations d'objets clivés. Vous voyez, on a ici des espèces de couples, ce qu'on appelle des dyades objectales, où on a une bulle. J'espère que vous voyez bien, là, bleu avec un S au milieu, qui est relié par une flèche à une bulle où il y a un O au milieu. Donc, S pour le soi, O pour l'objet. Et donc, dans un monde clivé, hein, les différentes relations que je vis, les différentes relations qui sont déposées en moi, sont partielles et ne reposent pas sur un concept de moi, du soi unifié, où je suis la même personne dans différentes situations. Et pareillement, les différentes personnes que je connais sont multiples, hein, selon les situations et selon l'affect dans lequel ils sont. Et en gros, hein, on voit ici l'espace qui est divisé comme en deux, à gauche et à droite. Hein. Donc, d'un côté, c'est le monde interne négatif qui est dominé par l'agressivité, la tension et la persécution. Et d'un autre côté, c'est un monde idéalisé, hein, où nos patients sont à la recherche d'objets idéaux, de soi idéaux qui seraient complètement sereins, puissants, voire grandioses chez nos patients plus narcissiques. C'est ce qu'on entend très rapidement par monde interne clivé, par opposition, si l'on veut, avec un monde interne intégré, où il y a au centre de mon monde interne, donc, vous voyez, une espèce de bulle un peu plus grande, là, qui comporte deux S, S plus, S moins. Donc, un soi qui est à la fois positif et négatif. J'ai une représentation totale de moi où j'ai des défauts, des carences, des difficultés, mais aussi des points forts, des ressources et des capacités de rebondir. Donc, une représentation de moi qui est un peu plus intégrée et qui comporte plusieurs facettes, mais qui sont intégrables et qui peuvent être éprouvées en même temps. Pareil pour les présentations d'objets qui comportent aussi des aspects positifs et négatifs, des forces et des faiblesses, des moments de tension et des moments aussi de grande joie ou de grande d'accord ou de mutualité, par exemple. Le monde d'objets internes intégrés, c'est le monde, en fait, de la névrose, hein, de nos patients plus évolués et qui sont capables de fonctionner à ce niveau-là, à un niveau de refoulement, par exemple, par opposition au monde interne clivé, où là, on est dans le morcellement des interactions et dans la difficulté hein, de canaliser hein, le monde interne dans des interactions qui font du sens et qui sont continues dans le temps. Donc, quelles sont un peu les manifestations dans le vécu de nos patients hein, du monde interne clivé? Hein? Et donc là, vous voyez toutes sortes de choses que nous rapportent nos patients d'organisation limite.
une expérience subjective de soi, d'être changeant, se sentir incohérent, d'avoir une compréhension très superficielle de soi, très catégorique, un manque d'empathie envers soi, un manque d'empathie envers autrui qui est très, très important, là. Donc, vivre dans un monde interne presque caricatural et très superficiel. Difficulté d'intégrer ses pulsions, ses émotions, ses pensées, ses comportements dans sa vie, dans sa pensée, dans des décisions, d'avoir une cohérence dans le comportement et dans sa vie. Troisième point, l'incohérence ou la pauvreté du récit de vie. Nos patients qui ont le sentiment que leur vie ne fait pas, qu'il n'y a pas une histoire dans leur vie. Comme me disait une patiente, si j'avais écrire mon autobiographie, ce ne sera pas vraiment un livre continu, ce serait une collection de petites histoires, toutes séparées les unes des autres, et qui ne vont pas ensemble, dans le fond, qui n'ont pas de cohérence, sans qu'il y ait de fil conducteur, si on veut, entre les histoires. Sentiment de vide dont nous parlent nos patients assez régulièrement, ce n'est pas la même chose que l'affect de dépressivité, de dépression. Ce n'est pas non plus de la tristesse. Nos patients nous parlent de ça, qui se sentent vides, qui se sentent insécures, qui ne peuvent pas rester seuls. Bon, tous ces sentiments-là, ce sont aussi des manifestations du monde interne clivé où il n'y a pas de concept de soi unifié et stabilisé, ce qu'on appelle en psychanalyse une espèce de bon objet interne. Des relations interpersonnelles difficiles, très souvent conflictuelles, à très court terme, et de grandes difficultés à se comprendre, à comprendre soi, comprendre autrui. Très difficile d'avoir une pensée sur soi et sur autrui, quand c'est toujours le clivage et la dissociation, finalement, qui l'emportent et qui organisent l'expérience. Donc, les objectifs de notre traitement de TFP, et ce n'est pas différent finalement de ce que se propose depuis le début de la psychanalyse, c'est le travail d'intégration du monde interne. Ce que l'on vise, c'est à aider les patients à consolider leur représentation de soi et leur représentation externe d'autrui, dont du thérapeute. Et c'est ce travail-là, autour du clivage et des dissociations, qui va amener un changement clinique. Les patients commencent à être moins impulsifs, être moins dans des actings et commencer à s'approprier un petit peu leur vie. Et donc, de développer un sens de soi plus cohérent, une sensation d'agentivité, agency, on dit en anglais, commencer à donner une direction à sa vie, commencer à se motiver dans des projets de vie qui font un petit peu de sens, et une estime de soi un peu meilleure, être capable d'avoir un attachement à soi un peu plus positif. Et c'est ce travail aussi autour du clivage qui permet des relations plus stables parce que les représentations d'autrui deviennent aussi plus stables. Les patients sont plus capables d'accepter les insatisfactions, les limites des autres, dont du thérapeute qui n'est pas un magicien, qui n'est pas tout-puissant, qui n'est pas tout le temps disponible, qui ne comprend pas tout le temps et qui n'est pas, dans le fond, un objet idéalisé qui est tellement important chez nos patients limites. Ce qui entraîne généralement une meilleure autorégulation. En tout cas, c'est ce que l'on voit. Donc, on ne travaille pas, on régule les affects, on régule les passages à l'acte, mais on ne travaille pas directement là-dessus. On travaille vraiment sur le transfert. Et c'est le travail de transfert qui fait que peu à peu, nos patients s'autorégulent mieux et deviennent moins agissants. Plus capables de vivre le stress normal, les conflits internes et externes normaux, si je puis dire, de la vie, et de mieux s'investir au plan relationnel et au plan social. J'ai le sentiment de parler un peu vite, là. J'espère que ça ne déboule pas trop vite et que tout ça fait quand même du sens, là, mais je cours un peu, je pense. Parlons un peu du cadre donc, que j'ai évoqué quelques fois donc, en vous disant donc, que la TFP, c'est en fait une thérapie psychanalytique encadrée, encadrée par ce dispositif qu'on appelle le cadre. Le cadre qu'on définit donc comme un dispositif pour rendre possible l'analyse et donc assurer des fonctions de travail psychique. Et donc, le cadre, c'est vraiment une entente verbale, orale que l'on prend avec un patient et où après avoir expliqué un peu notre compréhension de ce qui lui arrive, après avoir
donner un bilan diagnostique, parce qu'on fait ça en TFP, on donne vraiment un bilan de notre évaluation, de notre compréhension. Et donc, on peut proposer donc une thérapie au patient. Et donc, il y a un ensemble de conditions qui vont permettre à la psychothérapie d'avoir des chances de fonctionner. Et c'est ce qu'on appelle le cadre. C'est un ensemble de conditions ou de paramètres. Et donc, on a là-dedans ce que j'ai écrit sur la diapo. D'abord, les objectifs. Quels sont les objectifs de la thérapie? Et on essaie d'avoir vraiment des objectifs très clairs. C'est beaucoup plus que me comprendre moi là, et mon histoire. Là. Non, non, on va avoir des objectifs qui se déclinent dans la réalité et qui peuvent être, par exemple, de reprendre une certaine activité, de retourner à l'école, de commencer à reprendre le travail, de se remettre en action socialement, c'est peut-être des choses comme ça. Ouais, on voit vraiment là comment la psychothérapie peut atterrir dans la vie très concrète de nos patients. Le contrôle de certains comportements, de troubles alimentaires, peu importe là, mais aussi dans les objectifs, éventuellement, toutes sortes d'efforts pour réguler, autant que faire se peut, certains comportements qui interfèrent avec la vie du patient et qui parfois prennent toute la place de la vie du patient. Les rôles et les responsabilités et du patient et du thérapeute. Moi, j'ai certains rôles dans la thérapie et certaines responsabilités et vice-versa. Par exemple, hein, du côté du patient, le patient est responsable du contenu des séances. Il doit venir à chaque séance et c'est à lui ou à elle de commencer les séances, d'apporter du matériel. Mon rôle à moi, c'est pas de donner du sens à tout ça, c'est pas d'orienter la séance, c'est de commenter quand je crois que c'est utile, dans le sens d'aider le patient à mieux prendre conscience de ce qui lui arrive et de ce qu'il vit par un ensemble d'interventions qui sont privilégiées en TFP. Là. Donc, les rôles, responsabilités, aussi à l'égard des gestes suicidaires, à l'égard des passages à l'acte, quelles sont mes limites personnelles, quelles sont mes limites professionnelles, des choses comme ça, des patients qui crient beaucoup, qui s'emportent, qui ne viennent pas aux séances, qui arrivent intoxiqués aux séances. Bon, on planifie et on prévoit toutes les difficultés hein, et on les met dans le cadre. Et toute cette préparation du cadre, ça peut prendre des semaines. On peut être très actif là-dedans. On peut être 2 mois dans ce travail-là avec un patient où vraiment on veut, avec lui, avec elle, poser des conditions de traitabilité pour une psychothérapie. À ce moment-là, on peut faire appel à des thérapies en parallèle, comme des traitements de désintox, par exemple, des traitements de consommation ou de troubles alimentaires qui peuvent évoluer en même temps que la thérapie TFP et où nous, on garde le contact avec ces autres démarches-là. Mais vraiment, on est dans une intégration active. Le thérapeute TFP est très actif dans les liens avec les autres thérapeutes, avec ce qui est en train d'arriver dans l'ensemble de la vie de nos patients. Donc, on n'est pas que dans notre position du thérapeute analytique qui est hein, assis dans son fauteuil et qui attend et qui espère que les choses vont venir. On va parfois vers les choses d'une façon active parce que les fonctions du moi du patient n'arrivent pas à tenir ensemble l'ensemble de sa vie très souvent. Donc, il y a un rôle très actif parfois chez le thérapeute analytique de TFP. Il faut être capable donc d'alterner entre deux espèces de positions, entre une position assez active dans la construction du lien et de la réalité et dans la régulation des actings, et d'autre part une position vraiment très analytique où on s'intéresse au transfert et à ce que vit le patient et de ce qui arrive là, dans la relation thérapeutique. Le cadre n'est pas externe au transfert. Hein. Ce n'est pas quelque chose en dehors du transfert. Le cadre est un objet du transfert et le patient va, comment dire, investit hein, le rôle du thérapeute qui est parfois très actif aussi avec ce monde interne. Et donc, on inclut le cadre dans l'analyse parce que ça fait partie du transfert complètement là. Donc, il y a vraiment une intégration là, à faire. Ah, ben, c'est écrit dans cette diapo. Le cadre n'est pas externe au transfert, il est un objet du transfert. Et donc, on va le voir très rapidement, les patients peuvent, par exemple, vouloir rompre le cadre très rapidement et se révolter ou faire des choses contre le cadre. Et pour nous, on va le prendre de deux façons. D'une part, il y a l'acting,
s'assurer que le patient est toujours en sécurité. Et d'autre part, mais quelle est la fonction transférentielle de cet acting dans la thérapie? Vous savez, et donc on a aussi une activité d'interprétation de cette chose-là et comment, par exemple, l'agressivité du patient peut s'investir dans le cadre pour se révolter ou pour ne pas être d'accord ou pour arriver en retard, manquer des séances, des choses comme ça. Et donc, nous, on va avoir une pensée vraiment psychanalytique sur les actings autant que sur tout le reste. Le cadre est aussi une représentation de la réalité du monde externe. On pourrait revenir une autre fois, là. Mais c'est très important parce que certains de nos patients, par exemple des patients limites, mais des patients narcissiques, investissent la thérapie comme une espèce de bulle, si on veut, dissociée du reste de leur vie. Il y en a des patients qui ont été en thérapie toute leur vie. On a des patients très narcissiques qui viennent en thérapie pour parler d'eux, parler d'eux, parler d'eux. Et tout ça ne mène à rien depuis 20 ans qu'ils sont en thérapie et tout. Parce que les thérapies sont devenues une espèce de bulle où ils sont en relation plus ou moins idéalisée avec un objet plus ou moins idéalisé qui est toujours plus ou moins d'accord avec eux, vous voyez, ce genre de choses-là. Et une espèce de thérapie qui n'atterrit pas dans la vie réelle, dans leur quotidien, dans leur relation avec autrui, dans leur vie familiale, de couple, de travail. Et donc, le cadre est là pour pallier ou contrecarrer cette tendance à dissocier la thérapie de la vie. Et c'est pour ça que parfois le thérapeute TFP est très actif, où on va s'informer au patient, on va dire, écoutez, ça fait 2 ou 3 semaines qu'on ne parle pas de votre relation de couple, ou on ne se passe pas de comment ça va chez vous à la maison avec les enfants, euh, où en êtes-vous, comment ça va? Euh, donc, on va parfois là, activement explorer des aspects de la vie réelle du patient pour intégrer la thérapie à cette réalité, on appelle la réalité externe, je ne sais pas ce que ça veut dire. La réalité, elle est interne et externe, elle est partout, là, la réalité psychique, veut dire. Donc, le thérapeute TFP doit assumer deux espèces de positions. D'une part, la relation transférentielle dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce que le patient fait avec moi maintenant? Quand le patient me raconte cette histoire de son enfance, à qui parle-t-il? Qu'est-ce qui se passe dans l'ici et maintenant de cette narration de son histoire? La relation, donc, transférentielle est vraiment le cœur de notre travail et on s'intéresse beaucoup plus à ce que le patient fait dans le transfert, dans l'ici et maintenant, qu'à la narration que le patient fait de ce qui se passe en dehors de la relation transférentielle. Et d'autre part, l'autre position qui est en vert, c'est la vie psychosociale du patient, ses agirs, ses passages à l'acte, mais aussi comment il vit avec autrui et comment ça se passe. J'ose pas dire dans la réalité, parce que tout ça, c'est de la réalité, là, mais vous comprenez, je pense, très bien ce que je veux dire dans cet effort qu'on fait d'intégration de ces différentes sphères de vie. Hein. La relation transférentielle est comme une sphère ou une scène de la vie, mais parmi d'autres sphères ou scènes de la vie dans ce grand théâtre qu'est la vie de chacun d'entre nous. Donc, d'une part, hein, à gauche, il y a la réalité psychique, les objets internes, le soi, les fantasmes et le transfert. Et là, c'est le cœur de l'action thérapeutique. Mais tout ça doit se faire en veillant hein, d'une façon souvent très active à la réalité psychosociale, à l'altérité, qu'il y a un monde externe qui existe, okay? Qui est différent et bien en dehors de la relation fantasmatique avec le thérapeute et d'un monde qui est complexe et qui n'obéit pas hein, aux fantasmes de nos patients. Je regarde l'heure, là. Bon. Autre caractéristique essentielle donc, de la TFP que j'ai déjà un peu évoquée ici et là. Focalisation sur l'ici et maintenant. Ça, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que le patient est en train de faire maintenant avec moi? À qui parle-t-il? À qui raconte-t-il cette histoire de sa vie? Donc, on s'intéresse plus à l'actif qu'au narratif. Et comme le dit Kenberg, très souvent, on écoute trop, entre guillemets, nos patients, on ne les regarde pas assez, et on ne regarde pas assez ou on n'écoute pas suffisamment ce qu'ils font vivre en moi. Et donc, l'analyse du compte transfert est essentielle. Autre point, donc, je l'ai déjà un peu dit, focalisation sur l'agir et l'activer
versus le raconter. Focalisation aussi sur les 3 canaux de communication. Hein. D'une part, il y a le canal verbal, qui est le moins intéressant parce qu'il est le plus contrôlé, hein, par la pensée déclarative, par les fonctions exécutives, par les défenses. Deuxième canal de communication, c'est le non-verbal, qui est beaucoup plus intéressant. Le faciès du patient, son corps, comment il bouge, son ton de la voix, comment il est avec moi physiquement. Vous savez, comment son corps me parle, comment il s'habille, ce qu'il sent, bon, on n'arrête pas de parler, hein, à travers notre corps et nos interactions non-verbales. Nous sommes des animaux, hein, sociaux et culturels. Troisième canal de communication, peut-être le plus important pour nous, le compte-transfert. Comment mon système interne, mon système affectif, émotionnel, pulsionnel, corporel réagit à la présence de l'autre. Comme disait Winnicott, qu'est-ce qui se passe quand on s'assoit ensemble et qu'on ferme la porte, hein, dans une pièce? Qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Qu'est-ce qui se passe en moi et comment réagit mon système? Et pour nous, ça, c'est fondamental. Je sors d'une séance confus, je sors d'une séance enthousiaste, je sors d'une séance comme ci, comme cela. Qu'est-ce qui se passe en moi? Et donc, on ne fait pas d'autodivulgation en TFP, là, mais on se sert vraiment de notre expérience la plus basique possible, hein, pour comprendre l'interaction. La TFP est très portée à l'affect, hein, aux sensations du corps, des choses comme ça. Ce n'est pas du tout une thérapie où on rêvasse ou qui se veut comme très verbale. On s'intéresse vraiment beaucoup au corps et à tout ce qui se passe là, parce que beaucoup des enjeux de nos patients sont préverbaux, hein, sont très peu représentés par le canal de communication verbale, contrairement à la névrose, par exemple. Beaucoup de ces enjeux-là sont dans le corps, comme je disais tout à l'heure, et dans un affect mal différencié ou carrément indifférencié. Donc, il faut être capable de reconnecter, ou en tout cas de rester connecté à un niveau là, comme ça, assez basique avec nos patients. Donc, le transfert et tous les transferts latéraux, hein, les patients nous parlent de leur relation avec autrui et on tente de déceler là-dedans le monde objectal qu'ils déploient et ses liens avec le monde objectal qu'ils déploient avec moi dans le transfert avec moi. Et donc, on est beaucoup, hein, dans l'activité du thérapeute TFP, dans la tentative de comprendre les liens, les rapports entre ces différentes scènes, comme au théâtre, où les mêmes relations d'objets sont jouées. Hein. C'est, par exemple, c'est toujours Roméo et Juliette, mais habillés différemment, dans des contextes différemment. Et donc, on cherche les répercussions, ou plutôt les répétitions des objets, des internes, à travers les différentes relations que vivent nos patients, y compris, évidemment, la relation thérapeutique. Et en gros, ce que l'on tente de faire, c'est interpréter, hein, de clarifier l'expérience du patient, de confronter, c'est-à-dire de relever les problèmes, les contradictions, les trous, les manques, les paradoxes dans l'expérience du patient, afin d'interpréter, c'est-à-dire de tenter de faire introduire une causalité là-dedans. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous me voyez comme ça parce que tout à l'heure, telle ou telle chose est arrivée, ou parce que j'ai l'impression que vous êtes arrivé 20 minutes en retard. Je me demande si votre retard d'aujourd'hui, hein, ce n'est pas lié à ce que la dernière chose qu'on s'est dite à la dernière séance, vous et moi, à l'égard que ceci et cela. Donc, l'interprétation, hein, transférentielle vise vraiment à tenter d'élucider une fonction ou une causalité dans ce qui est en train d'arriver, hein, dans la relation thérapeutique et ou dans les autres relations. C'est le travail de collaboration, hein, qui est essentiel pour nous. C'est le travail, hein, de TFP, comme toute psychothérapie des troubles graves de la personnalité, demande persévérance parce qu'on est dans des enjeux qui sont enregistrés au plan procédural, hein, et donc qui ont besoin d'être activés à répétition, hein, pour commencer à faire du sens et pour que l'appareil plus déclaratif, cognitif, hein, des fonctions exécutives, là, je suis plus en neuropsy, là, arrive à prendre en charge, hein, toute l'activité
limbique et émotionnelle là, de l'expérience neuropsychologique de nos patients. Et donc, pour nous, hein, on s'intéresse à la relation transférentielle qui est vécue comme l'activation des relations d'objets significatives du patient dans sa relation avec moi comme thérapeute et dans sa relation avec d'autres personnes. Et ce que l'on observe, c'est que très souvent, chez les patients limites, les relations d'objets concernent des enjeux de dépendance, d'abandon, d'idéalisation, hein, la quête de l'objet idéal, et de persécution. Et on est très souvent dans ces enjeux-là, par opposition à des enjeux plus névrotiques, hein, sur la culpabilité, sur le désir, hein, où on est vraiment dans un autre univers. Donc, c'est le travail, hein, de la relation transférentielle qui est le cœur de la TFP. Hein, et c'est ainsi qu'on pense que le patient peut mieux prendre conscience des relations conflictuelles et qui sont génératrices de tous les conflits et de tous les comportements problématiques de sa vie. Ce travail du transfert fait émerger des pensées, des émotions troublantes et même des agirs. Donc, il est attendu, ou en tout cas courant, que les patients deviennent parfois plus symptomatiques, plus agissants en psychothérapie, parce que justement, le travail du transfert les sollicite beaucoup et active en eux un monde relationnel qui est profondément conflictuel, très souffrant et très problématique. Donc, le travail peut parfois faire mal, en effet, hein, y activer des choses difficiles, et c'est le cadre qui est important ici, qui peut arriver à maintenir la chose. Hein. Et donc, il peut arriver que, oui, on fasse remédicamenter des patients, réhospitaliser des patients qui deviennent très agissants, très suicidaires, qui se mettent à régresser beaucoup. Et donc, on va contenir les états de décompensation, les états d'effondrement. Et ensuite, on va revenir là-dessus, essayer de comprendre ce qui est arrivé et quelle est la position dans laquelle le patient s'est retrouvé et m'a mise aussi, hein, comme thérapeute à ce moment-là où j'ai dû agir dans la réalité pour, par exemple, réguler des passages à l'acte ou des impulsions suicidaires qui étaient devenues, comment dire, euh, incontrôlables chez notre patient. Et donc, le travail de la relation transférentielle engage le patient et le thérapeute à se concentrer sur nos sensations, nos affects et nos pensées pour comprendre dans l'ici et maintenant. Et ce travail du transfert crée un rapport très intime, hein, mais souvent troublant entre le thérapeute et le patient. Et c'est là qu'on voit quand le patient peut utiliser la relation transférentielle comme une espèce de banc d'essai de laboratoire où il s'essaie, hein, où il essaie d'apprivoiser une relation plus intime, plus proche, plus troublante, et que le patient s'initie, si on veut, à une meilleure altérité, hein, et à une meilleure intimité, mais qui est, hein, hanté, hein, par toutes les problématiques du passé, hein, et souvent par l'agressivité et l'envie au sens où en parlait Mélanie Klein. Donc, et je vais peut-être m'arrêter là-dessus. Finalement, il y a quelques diapos ici en synthèse de ce que c'est que la TFP. Hein, pour nous, la TFP, c'est... attendez. Oui, OK. C'est vraiment une thérapie psychanalytique, mais avec un cadre plus défini que le dispositif classique qui a été défini, dans le fond, pour la névrose. Hein. Donc, un cadre plus défini, plus intégré, c'est-à-dire des différents plans de la réalité psychosociale et thérapeutique, et plus travaillé au sens où le thérapeute est parfois, comment dire, directement engagé dans l'évaluation et l'exploration de la vie externe là, du patient. Le travail thérapeutique, deuxièmement, vise l'intégration des différentes expériences de relations d'objets, dont le transfert. On travaille sur des expériences, pas sur des espèces de concepts abstraits et rationnels, hein, et cognitifs de, de qui je suis, de ce que sont les autres. Et en gros, la trajectoire de la thérapie qui est souhaitée, c'est que les patients passent peu à peu à des agirs, des passages à l'acte, à de la pensée et du discours. Et les patients vont moins agir, être plus capables de nous dire ce qui est arrivé et de dire ce qu'ils vivent.
Et, deuxième point, on passe finalement peu à peu d'enjeux schizoparanoïdes aux enjeux plus dépressifs. Et là, je fais évidemment référence très clairement aux théories de Mélanie Klein, hein, aux deux grandes positions qu'elle a définies et auxquelles qui sont bien intégrées en TFP. Là. On dit qu'un patient limite qui commence à déprimer au sens de la dépression et pas de la dépressivité symptomatique, là, est un patient qui va mieux, qui commence à aborder des enjeux de culpabilité et qui commence à intégrer des objets de l'agressivité et du désir de vie. Et donc, c'est ce qu'on veut dire ici, là, ce passage d'enjeux schizoparanoïdes à des enjeux plus dépressifs, mais au sens d'une dépression qui est structurelle et non d'une dépression symptomatique. Autre caractéristique, l'importance du processus interprétatif. Le thérapeute est vraiment très actif dans l'interprétation. On active notre machine à penser et on invite le patient à penser. Et on fournit de l'interprétation. Par exemple, contrairement à de la MBT, la thérapie de la mentalisation, où on n'interprète pas, hein, la position du thérapeute est très différente là, de la position du thérapeute en mentalisation. On ne croit pas que ça crée des alien self, là, comme on le croit. Là. Au contraire, on pense que le patient a besoin de l'appareil à penser du thérapeute et qu'il a besoin de s'appuyer sur cet appareil-là pour développer lui-même de meilleures capacités de penser. Donc, on croit qu'il faut vraiment nourrir l'appareil à penser de nos patients et on le fait par le truchement de ce qu'on appelle l'interprétation en thérapie cognitive. On travaille les dialogues objectales et leurs oscillations, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, comment les mêmes dialogues objectales se trouvent répercutés, hein, si on veut, dans les différents moments et les différentes relations de la vie de nos patients, y compris la relation qu'il a avec moi comme thérapeute. La neutralité technique, donc on garde une position de neutralité technique, mais parfois il faut dévier quand le patient se met en danger et quand les fonctions du moi du patient sont dépassées et que le patient est aux prises avec des impulsions qu'il n'arrive pas à contrôler. Et à ce moment-là, le thérapeute peut devenir très actif pour empêcher le patient carrément de se tuer quelqu'un ou de mettre à mal sa santé physique ou psychique et tout ça. Et ensuite, ces déviations de la neutralité sont réfléchies et on tente de les intégrer dans la relation transférentielle parce que c'est du transfert, ça aussi. Hein. Quand je dois sortir de ma neutralité, je suis travaillé par le transfert, mais ensuite, il faudra revenir là-dessus et essayer de comprendre dans quelle position transférentielle le patient et moi, nous nous sommes trouvés au moment des passages à l'acte, par exemple, ou des effondrements de notre patient. Et nous sommes alertes à ce qu'on appelle les réactions thérapeutiques négatives. Il va sans dire, oui, il arrive que des patients ont des réactions thérapeutiques négatives, iatrogènes, et ça aussi, il y a toute une réflexion en TFP là-dessus, comment mieux les comprendre, comment parfois les prévoir, et comment thérapeutes ont pu se situer là-dedans. C'est un travail de thérapie difficile avec ces patients-là, et on est très souvent confronté à les expériences de grande confusion, de grande impuissance. Il y a des patients, des situations cliniques qui nous mènent vraiment au bout, là, à bout aussi là, de ce que l'on peut tenter de faire comme thérapeute. On est presque à la limite parfois de ce que l'on peut faire comme psychothérapie. Quand on parle des enjeux où il y a beaucoup de trans antisociaux qui amènent de la psychopathie, de la perversion, des choses comme ça. Donc, c'est ce à quoi on fait référence ici, là. Tout ce segment de la psychopathologie très grave, là, qu'il faut réfléchir. Et on est vraiment à la limite de ce qu'on appelle la traitabilité en anglais. Quelle heure est-il? Les 23. Bon. Je vous dirais que deux ou trois choses, hein, ce qui semble être, je dirais pas requis, mais en tout cas tout à fait, presque, bon, je ne sais pas si c'est indispensable, c'est trop fort, là, mais ce qui semble important pour le thérapeute qui veut faire ce travail avec ces patients-là, c'est d'avoir une certaine ouverture en soi à notre propre monde primitif. Ça prend une certaine ouverture à vivre de la confusion, à être des semaines sans comprendre ce qui arrive, à attendre et à laisser émerger ce que Bion appelait la capacité négative.
pour être aussi ouvert au clivage, hein, à l'instabilité, à la polyphonie, le fait que le patient aime et déteste en même temps les mêmes choses, vient en thérapie pour construire, mais qu'il a aussi besoin de déconstruire, qu'il veut une relation avec nous, mais qu'il a aussi le besoin de la détruire, détruire et bâtir, être proche et s'éloigner. On est dans le clivage et nos patients vivent des choses diamétralement opposées, contradictoires, mais qui ne s'annulent pas, hein, et qui restent en tension. Et ça caractérise beaucoup la relation transférentielle. Il faut accepter de vivre dans ce monde assez chaotique et assez déchiré entre des extrêmes. Intensité des affects et des prises de position, nos patients peuvent être très intenses, évidemment, capacité de vivre le transfert et d'accepter les distorsions de la réalité qui sont parfois importantes, les passages à l'acte dans les séances ou autour des séances, des choses comme ça, là, et les déformations de la réalité. Je vois qu'il arrive à 25, je crois on a jusqu'à une demi. J'ai envie de m'arrêter là-dessus. Écoutez, il restera encore presque une quinzaine de diapos, là, mais ouais, j'aime peut-être mieux m'arrêter là-dessus, peut-être répondre à une ou deux questions ou, qu'est-ce que vous en pensez, peut-être là-bas à Paris et ailleurs. On vous remercie. On vous remercie beaucoup pour votre intervention, professeur Digger. C'est très intéressant. Évidemment, on est un peu désolé que de notre fait, avec le retard, on n'ait pas pu voir la suite. On va, comme vous le souhaitez, en effet, plutôt échanger et avoir un certain nombre peut-être de questions dans la salle. Ça, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Moi, j'en avais une déjà. Comment vous initiez ce travail spécifique, en fait, parce que c'est une thérapie spécifique. Comment vous initiez, comment vous la présentez aux patients, déjà? Comment vous présentez le travail que vous allez faire avec eux? Ouais. On a une marche à suivre très, très séquencée, hein. On commence par faire une bonne évaluation du patient et ça peut prendre plusieurs séances d'habitude, tant au plan de la symptomatologie, des actings et passage à l'acte, de l'histoire des traitements antérieurs et aussi de ce qu'on appelle les dimensions de la personnalité, donc l'état un peu de son monde interne en termes de mécanismes de défense, d'identité, les principales relations d'objets au plan de l'anaclétisme et tout. Donc, on fait vraiment patiemment une analyse diagnostique tant au plan du fonctionnement interne profond, relationnel et identitaire qu'au plan des symptômes et des passages à l'acte. Et donc, deuxièmement, on présente vraiment un bilan qu'on veut très transparent avec nos patients. On va expliquer, je crois que vous avez une organisation de personnalité de ce type-là et que c'est toutes les dynamiques émotionnelles et tout ça à l'intérieur de vous dont résultent, hein, les différents symptômes et passages à l'acte. Donc, on explique un peu aux patients notre compréhension de ça. Et si on croit que c'est pertinent, on va expliquer un peu la TFP. Donc, on a une proposition de thérapie à lui offrir et on peut prendre quelques séances pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Et on commence par introduire la notion de cadre, qu'on va commencer par s'entendre sur un ensemble de choses, les objectifs de cette thérapie. Il faut que vous et moi soient sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Qu'est-ce que ces premiers entretiens d'évaluation vous ont appris? Et comment vous voulez comment vous voulez utiliser cette thérapie qu'on vous propose. Donc, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce qui vous amène à consulter? Et ensuite, on explique aux patients les rôles, les responsabilités en termes de fréquence, mais en termes de ce que moi je vais faire durant les séances, ce que je vais vous demander de faire. Et ensuite, y a-t-il des comportements qu'il faut paramétrer, que ce soit de la suicidabilité qui est encore très élevée, des histoires de consommation, tout ce que l'on veut, là, une dépressivité qui est trop lourde, par exemple. Donc, on va vraiment agir sur l'ensemble des comportements du patient afin de créer un espace où on peut, donc, toutes les semaines, une ou deux fois par semaine, de façon privilégiée, deux fois par semaine pour les patients plus actifs, s'asseoir ensemble et essayer de comprendre ce qui arrive. Et on demande aux patients de s'engager, donc, pour au moins une année
idéalement au moins 2 ans de thérapie à 1 ou 2 séances par semaine. Et on prévoit, donc on explique bien aux patients comment ça va, un peu de quoi il s'agit, euh, afin d'aider le patient à se mobiliser. Beaucoup de nos patients viennent dans une posture vraiment de déni et de minimisation de leurs difficultés. Donc, on présente vraiment un plan de match, si on veut, assez clair. Et c'est au patient de nous dire s'il est d'accord avec cette proposition. Et sinon, on peut évidemment orienter vers un autre type de psychothérapie, plus de soutien, bon, il y a différentes façons de faire, là. Mais donc, on est très transparent là-dessus. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup. Bon, c'est un complément intéressant. On voit que c'est structuré, très interventionniste aussi, hein, ce que vous expliquez, et beaucoup de partage de connaissances et d'analyse en fait avec le patient. Donc, on voit que c'est un fonctionnement qui est quand même très spécifique par rapport à ce que propose la psychanalyse habituellement. Ah oui, à certains égards, oui, ça peut très différent. Alors que, selon nous, le cœur, finalement, de la thérapie reste quand même l'analyse et l'interprétation de la dynamique relationnelle qui s'incarne dans le transfert. Malheureusement, moi, je vais devoir vous quitter parce qu'il arrive à 30 et j'ai une autre rencontre tout de suite après par vidéoconférence d'ailleurs. Je suis désolé de devoir conclure. On a eu moins de temps que prévu. J'espère et que Merci tout ça beaucoup. vous aura rapidement intéressé, en tout cas. Euh, on donne de la formation un peu partout dans le monde, hein, donc il y a vraiment un cursus pour l'exploration et le développement de la TFP. Donc, il y a une série de séminaires qu'on peut faire de supervision aussi. Mais donc, il y a vraiment un cursus d'apprentissage de la méthode qui a été bien séquencé là, dans la TFP. Vous voyez, j'étais en Suisse la semaine passée pour ça. Il y a aussi une équipe en Belgique. Il y a 2 équipes TFP qui se développent aussi en Belgique actuellement, où je suis impliqué comme formateur. Donc, s'il y a des gens entre vous qui voudraient approfondir, là, je serais heureux que vous me recontactiez et qu'on voit les possibilités, là. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. On ne tient pas plus longtemps. J'entends que vous avez un autre meeting derrière. Ouais. Et merci beaucoup encore pour votre présentation. Merci. Écoutez, j'aurais souhaité vous voir en vrai, mais enfin, à une prochaine peut-être et bonne fin de journée. Avec joie, merci beaucoup. Au Au revoir, revoir. professeur.